Donc je passe la parole maintenant à Antoine Pochon qui va animer la deuxième table ronde qui s'appelle « Valeurs refuge » ou « Valeurs marchandes ». Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, j'appelle à la table Anthony Poiraudot, Laure Casanovaino et Nathalie Demélé, s'il vous plaît. Et donc, je vous laisse vous installer. Parfait. Donc, pendant ce petit moment de latence où chacun va peut-être prendre un petit verre d'eau, un petit café, je vais quand même introduire cette table ronde, donc valeurs refuge ou valeurs marchandes. Et je vais même reprendre des références qui ont déjà été mentionnées auparavant. Donc la valeur marchande, ça renvoie au fait que des logements s'échangent, en tout cas pour ce qui nous regarde ici, ils s'échangent sur un marché entre des vendeurs et des acquéreurs qui fixent un prix. Et depuis plus de 20 ans, on sait que ces prix des logements ont considérablement augmenté, et même bien plus vite que les salaires, ce qui a contribué à creuser de façon dramatique des inégalités aussi bien sociales, territoriales qu'intergénérationnelles. Pour refaire appel à Christian Topalov, le sociologue cité par Johan Millot tout à l'heure, donc auteur de la somme Le logement en France, histoire d'une marchandise impossible, cette formule a vraiment fait date et elle continue de nourrir nos réflexions. Et on peut affirmer que le logement n'est pas un produit, ou en tout cas pas comme les autres, ça c'est absolument certain. La question qui s'ouvre à nous, c'est bien de se demander s'il est légitime de s'enrichir en tirant profit d'un, voire de plusieurs logements, et c'est ça qu'on va aborder entre autres. Et puis, donc valeur marchande ou refuge. Donc un refuge, c'est ce qui permet de s'abriter d'un danger, c'est un lieu sûr qui nous protège, mais qui protège quoi ou qui protège qui ? En tout cas, le logement se constitue petit à petit, souvent au fur et à mesure du remboursement d'un crédit. Cette propriété s'acquiert au fur et à mesure, et puis elle protège les économies d'épargnants, ceux qui parfois ne veulent pas jouer le jeu de la bourse. Alors dans ce cas, on parle souvent de pierre, d'ailleurs, quand il s'agit d'un investissement. C'est une autre façon de ne pas nommer l'usage de ces constructions. Le logement, en tout cas, il est surtout le toit d'un ménage, son habitat et ce qui lui permet de faire foyer. Mais trancher entre ces deux valeurs, nous allons le voir avec nos invités, est aussi une affaire de valeur. Ces trois invités, ce sont d'abord Laure Casanovaino, géographe, maîtresse de conférences à l'Université d'Avignon, Nathalie Demélé, qui est responsable du service Habitat de la métropole de Rennes, et Anthony Poiraudot, auteur d'un roman dont il va nous faire la lecture de quelques passages, et je propose même de lui passer le micro immédiatement pour un premier extrait de ce roman, de ce récit, peut-être plutôt que roman, enfin je vous laisserai peut-être le qualifier davantage, qui s'intitule « Projet El Posero ». Je vous laisse le micro. Bonjour, merci. Un bref extrait dont je fais la lecture, qui se situe à peu près vers la moitié du récit, en effet. En poursuivant ma déambulation dans le quartier nord, je constate que la ville ne comprend pas plus de 3 modèles d'immeubles différents. En plus des tours et des masses aussi larges que profondes dont j'ai parlé, il y a quelques édifices allongés en forme de barres. Leurs hauteurs sont à peu près équivalentes, leurs façades pareillement échelonnées de balcons dessinant des lignes horizontales ininterrompues, et de même toutes composées de briques dont le spectre de couleurs s'étale du jaune pâle au brun, en passant par l'orangé. Les vastes immeubles de dimension cyclopéenne que je croyais être construits selon des plans carrés sont en fait en forme de U. Ils vont par paires, ouverture face à face, ménageant au milieu de leur binôme une cour centrale que les hauts murs de clôture m'avaient auparavant empêché de voir, jusqu'à ce que je tombe sur une porte de service laissée ouverte par inadvertance, à moins que ne m'ait tendu un piège dont la double fonction de morceau d'émental et de tapette aurait été assurée par la cour intérieure. J'y découvre une cour renfermant un terrain de sport entouré de grillages et une piscine bordée d'une pelouse soignée, sillonnée par une allée plantée de jeunes arbres. Je constate aussi que les façades internes des bâtiments sont arrangées de la même façon que celles exposées au dehors. Merci Anthony donc de nous faire pénétrer dans cette ville d'El Quignon.
qui a pour particularité, en tout cas comme on peut le voir sur les photos, d'être relativement vide, mais c'est ce à quoi nous viendrons juste après cette première question. Qu'est-ce qui a rendu possible l'édification de cette ville que vous racontez dans ce livre? Au passage, ça vous permettra de nous raconter un peu cette histoire et d'introduire ce récit. Et peut-être surtout en quoi ça fait un objet littéraire. Alors, ce qui a rendu possible cette ville, et déjà, on commence à avoir du mal avec les termes, ce qui indique quelque chose de potentiellement littéraire, c'est est-ce que le terme de ville est bien adapté, mais disons ville, par commodité. Ce qui a permis cette ville, donc elle a été bâtie en Espagne entre 2003 et 2007, c'est un contexte économique global et un contexte légal également, politique, dans lequel l'économie espagnole de la période a été très fortement incitée et même structurée par une forte propension à bâtir et à bâtir du logement. Il y a différentes échelles de temps pour relater cette histoire, depuis le franquisme, depuis ce qu'on a appelé le miracle économique espagnol qui commence dans les années 80 et qui se crache à la fin des années 2000. Mais c'est une économie qui a énormément reposé sur le fait qu'on bâtisse énormément et que à partir de 1996-98, les cours de l'immobilier prennent une très forte croissance, et ce qui a généré une production de logements qui était une bulle spéculative où on construisait, plus on générait du profit, et donc et c'était le moteur global de l'économie. Et donc cette sorte de très très forte propension à construire a produit des zones urbaines un peu partout sur le territoire, alors tout le long des côtes et aux alentours des grandes agglomérations. Donc ici aux alentours de Madrid, on est entre Madrid et Tolède, donc au sud de Madrid, à 35-40 km de Madrid. Et un promoteur immobilier qui était une figure assez célèbre en Espagne à l'époque, qui s'appelle Francisco Hernando, dont le surnom revendiqué par lui-même est El Pocero, les goutiers, parce qu'il avait été jeune enfant des bidonvilles madrilènes. Il a commencé sa vie professionnelle en étant réellement égoutier. Donc lui, il aimait beaucoup revendiquer ça indiquait sa trajectoire, elle aussi ascensionnelle, un peu vertigineuse, depuis un enfant des bidonvilles, illettré et égoutier à 13 ans, jusqu'à devenir peut-être le principal promoteur immobilier d'Espagne. Donc l'histoire de que vous développez dans cet ouvrage met en miroir la construction d'El Pocero avec cette ville dans laquelle vous vous êtes rendu. C'est pour ça que vous en avez fait le récit. Oui, tout à fait. Et en fait, donc ça c'était un certain nombre d'éléments de contexte, mais la ville elle-même, elle a été donc bâtie sur cette décennie de bulles spéculatives immobilières, on va dire en 1998-2008. Dans un site à, je dirais 35 km de Madrid, un site très impropre à l'accueil d'un projet de cette taille, mais dont tout un ensemble de représentations et de contextes politiques et cette espèce de foi mégalomane de ce promoteur immobilier, de se dire que si je décide de la construire, je vais construire un projet tel que la réalité va l'accepter d'une certaine manière, ou le contexte social, politique, économique va l'absorber. C'est donc l'édification d'une ville prévue pour accueillir environ 40 000 habitants à quelques kilomètres d'un village qui avait grandi entre 2000 et 10 000 habitants auparavant, et dans un site très impropre à l'accueil d'un tel bâti, puisque on est sur un site très ingrat dont on vendait le fait que, une fois que la ville serait là, toutes les infrastructures arriveraient avec, les capacités en eau arriveraient avec. Il prenait l'exemple de Las Vegas, qui a été construite au milieu d'un désert, et puis en fait Las Vegas, c'est réel. Oui, donc on voit qu'on convoque un imaginaire
peut-être un peu lointain ou erroné. Et du gigantisme. Et du gigantisme. Alors, Laure Casanova-Hainaut, je vais vous passer la parole pour vous demander peut-être très simplement de présenter vos travaux de géographe qui travaillent sur la question de la multipropriété et donc peut-être de nous présenter en quelques mots pour le moment les évolutions de la structure de propriété en France telles que vos travaux et celles d'autres collègues les ont mis en évidence. Donc peut-être tout simplement aujourd'hui, qui sont les propriétaires en France de logements pour ce qui nous concerne? Merci pour ces questions. Donc, je vais revenir tout de suite sur ces résultats, mais juste un mot pour rebondir sur ce qui vient d'être présenté par Antoine Poirodeau. Donc, ce sont des scènes urbaines qui sont extrêmement marquantes et qui sont emblématiques de modes de production urbaine financiarisés, dont les dérives ensuite sont exacerbées par le contexte de crise immobilière en Espagne. Le constat que moi j'ai pu faire avec un certain nombre de collègues, c'est que la littérature académique avait porté beaucoup d'attention aussi aux actions et aux projets portés par des investisseurs privés, des acteurs institutionnels qui développent des projets avec des stratégies dites opportunistes, voire agressives en fait sur les marchés immobiliers. Je pense notamment par exemple à des acteurs comme Blackstone, le fonds de pension américain, et donc voilà. Donc, beaucoup de lumière a été faite à ce type d'acteurs, et donc j'ai essayé avec un certain nombre de collègues de la chaire GIF dans laquelle je travaille, donc Guillaume Boulet, Antoine Péris, Rémy Lé, etc. À l'Université d'Avignon. De l'Université d'Avignon, voilà, de regarder précisément quelle était la place de ces acteurs, de ces investisseurs privés, et donc de mettre en transparence la structure de la propriété immobilière, au moins en France et dans d'autres pays. Et donc on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait très peu de données qui existaient à ce sujet, et que si on voulait des données fines, il allait falloir les produire. Donc ça a été un peu le point de départ de la recherche que je vais présenter. Et ça, d'abord, c'est un premier point d'étonnement, parce qu'il peut paraître complètement paradoxal qu'aujourd'hui, au moment où l'immobilier a cette part si importante dans les économies, dans nos vies, on ait si peu d'informations sur la structure de propriété. Alors, c'est un constat que je ne suis pas la seule à faire du tout. Par exemple, Piketty a la formule suivante à ce sujet. Il dit « Le retour de la très forte concentration de la propriété auquel on assiste en ce début du XXIe siècle est doublé d'une grande opacité financière qui est l'une des caractéristiques majeures du régime inégalitaire néopropriétariste mondial de ce début du XXIe siècle. » Donc vraiment, c'est un point important. Et donc, c'est vraiment ce à quoi on s'est confronté. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, on sait très bien dire tel logement, telle parcelle appartient à tel propriétaire, en revanche, on ne sait pas bien dire quel est l'ensemble du patrimoine de telle ou telle personne. Et d'autant plus si cette personne détient des biens dans le sud de la France, à Paris, à Bordeaux, et encore plus si elle utilise des véhicules d'investissement spécifiques comme les sociétés civiles immobilières. Il y a beaucoup de ménages qui possèdent plusieurs logements. Voilà, donc on a beaucoup de ménages qui possèdent plusieurs logements, donc je vais y venir, hein, la multipropriété c'est important. Mais donc d'abord on a essayé de savoir effectivement quelle était la part globalement de cette propriété. Et donc dans les travaux qu'on a menés, je vais venir tout de suite à la propriété, mais d'abord donc sur la part des individus et ménages, on a pu mesurer à partir d'un travail sur les données cadastrales, donc elle était ultra dominante. Donc les individus ou ménages en qualité de propriétaires et bailleurs, pour donner des ordres d'idées, c'est 60% de détention donc, du parc d'appartements, 92% de celui des maisons. Donc ça s'explique par des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure, mais par une politique d'encouragement à l'accession à la propriété très tôt. Et puis dans la période récente, on a un peu des changements de cette structure de la propriété, avec une stagnation de la propriété occupante et un développement de la multipropriété. Pour différentes raisons, l'attrait de l'investissement immobilier, pour l'investissement immobilier bien sûr, mais pas seulement, le poids aussi de l'héritage dans la constitution de ces patrimoines et dans ces stratégies d'accumulation patrimoniale. Nos travaux montrent aussi, parce qu'on prend effectivement l'ensemble des propriétaires, c'est ça qui est important, c'est de bien saisir la répartition de la propriété entre différentes catégories. Ils montrent que les bailleurs sociaux et les propriétaires publics sont aussi des propriétaires vraiment tout à fait importants, donc notamment les bailleurs sociaux sur le parc des appartements et pour les acteurs publics, notamment sur le marché du foncier.
du foncier non bâti. Et en comparaison, donc, les investisseurs privés, qui, comme je le disais, sont souvent mis en avant, détiennent finalement assez peu de parc, 8% du parc des appartements, 3% de celui des maisons, 2% de celui des terrains. Donc ces grandes répartitions, elles sont pondérées par la valeur de ces patrimoines, hein, qui peut fortement varier d'une catégorie d'acteurs à une autre. On a pu montrer que les patrimoines des investisseurs, comme ceux des acteurs publics, ont une valeur estimée au regard de leur localisation qui est nettement supérieure à celle des bailleurs sociaux notamment. Et un autre résultat qu'on a pu mettre en évidence dans nos travaux, ça a été de montrer que cette structure de la propriété, que je viens de vous décrire à grands traits, elle est relativement stable entre les aires urbaines. Donc à cette échelle d'analyse, on n'a pas d'effet réel de la hiérarchie urbaine. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir une plus forte représentation de telle ou telle catégorie dans les grandes métropoles plutôt que dans les villes moyennes. Alors si on zoome un peu, effectivement, on a des différences. Hein. La part des institutionnels dans le 8e et à Avignon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais à l'échelle des agglomérations, c'est relativement stable. Donc ça tient avant tout au poids des individus et des ménages dans la structure de la propriété, qui est, je l'ai dit, majoritaire, mais qui aussi fait partie de la catégorie qui varie le moins parmi toutes les catégories de propriétaires, quels que soient les territoires qu'on a pu étudier. Ce qu'on a pu mettre en évidence, en revanche, c'est que c'est plutôt à l'échelle régionale qu'on va avoir des variations de cette structure de la propriété. Et ça s'explique notamment par le poids de l'histoire urbaine, du régime d'accumulation en place. Par exemple, les individus et ménages vont être sous-représentés parmi les propriétaires du parc des appartements des villes du Nord, de Picardie ou de Champagne, là où les bailleurs sociaux sont historiquement très, très implantés. Et dans le Sud-Est, à l'inverse, on va avoir aussi des propriétaires privés qui vont être sous-représentés en tant que propriétaires fonciers, parce que là, dans ces marchés tendus, on va avoir des propriétaires publics qui sont beaucoup plus en détention. Donc on va en parler peut-être plus tard, mais la mise en transparence de cette distribution de la propriété foncière immobilière, pour nous, elle est importante parce que ça permet de révéler à quel point ça peut être un facteur de facilitation ou de blocage dans l'aménagement. Et en même temps, c'est aussi remettre les ordres de grandeur sur qui détient le capital économique dans les villes et voir ensuite comment sont remobilisés ces patrimoines qui deviennent parfois des actifs pour financer d'autres projets. C'est ce qu'on va évoquer ensuite, en effet. Merci Laure. Je me tourne vers vous, Nathalie Demélé. Donc vous êtes la responsable du service habitat de la métropole de Rennes, donc c'est-à-dire que vous êtes au cœur de la conception et de la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat. Dans la précédente table, on a plutôt parlé de l'échelle nationale, et là on arrive donc à cette échelle d'une métropole. Alors, dans vos fonctions, vous êtes confronté à des questions de besoins en logement, aussi à des questions de désir de logement, et puis d'un côté par les habitants, et puis de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, aux différents dispositifs mis en place par l'État dans sa politique nationale du logement. Et puis vous recevez toutes ces informations, ces injonctions. Comment tout cela se confronte aujourd'hui, et puis comment ça affecte les valeurs à Rennes, valeurs refuge, valeurs marchandes, et comment ça interpelle les politiques locales de l'habitat. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais parler effectivement comme une opérationnelle de terrain des politiques locales de l'habitat. Je suis ni chercheur, ni bien entendu, je n'écris pas de livres. Voilà, donc je vais parler de notre expérience et de ce qu'on ressent effectivement sur le terrain. Déjà, je voulais rebondir un peu sur le cas espagnol, puisque cette ville fantôme, en réalité, c'est lié aussi à une différence assez majeure entre le processus de commercialisation des logements, entre ce qui se passe en Espagne ou ailleurs en Europe et en France, puisqu'en France, on a la VEFA, donc qui fait que les promoteurs, on ne pourrait pas se retrouver tout à fait dans la même situation. Donc la VEFA, la vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'il faut avoir vendu sur plan au moins 50% de son opération immobilière avant d'avoir l'autorisation par le banquier de construire ces ensembles immobiliers. Mais néanmoins, on a connu quand même ce type de dérive, alors sous un
sous un autre angle, celui de l'investissement locatif. On a vu, tout le monde a vu ces reportages sur Capital, enfin toutes les émissions un peu où on voyait des immeubles entiers dans la pampa de je ne sais où, qui étaient vides de locataires et où effectivement des investisseurs avaient acheté non pas un logement, mais un placement financier. Et en fin de compte, voilà, c'est à partir de ce moment-là que tout déraille. En tous les cas, sur nos territoires, c'est qu'effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure dans la première table ronde avec Monsieur Millot, hein, c'est qu'effectivement, il y a eu un désengagement quand même, où je dirais les politiques publiques nationales et toutes les politiques publiques nationales ont organisé un système qui a fait petit à petit naître ce monstre de la spéculation auquel nous sommes confrontés. Alors, oui, on a vendu l'acquisition par des investisseurs particuliers, plus institutionnels. On leur a dit, investissez dans le logement, ça sera une valeur refuge pour votre retraite. Hein, le fait de pouvoir bien y vivre sa retraite, de ne pas perdre trop de pouvoir d'achat, acheter un petit appartement et comme ça la retraite, voilà, vous maintiendrez un certain niveau de ressources. Et puis on a eu ces zones-là qui effectivement, le système a fait qu'on a vendu du papier à des gens qui ont investi un peu au milieu de nulle part où il n'y avait pas de locataires et donc il y a eu un mouvement correctif et on va dire ça va être possible que sur certains territoires. Donc on va recentrer l'investissement locatif sur ce qu'on appelle les zones tendues. Et là en l'occurrence, donc ce matin je cherchais dans le train mais je crois que c'est 2014-2015 où effectivement seules les zones, alors de Paris, ça vous cause peut-être moins, mais nous de la Bretagne, les zones B1, je ne parle pas de la zone A, bien entendu, mais les zones B1 pouvaient concentrer ces investissements locatifs. Donc cette tension, c'est une estimation dont les paramètres sont plus ou moins opaques ou obscurs, donc d'un déficit de logement dans un territoire. Par rapport à un besoin. Voilà. Et donc concrètement en Bretagne, je vous parle vraiment concret, hein, parce qu'il faut vraiment mesurer les impacts que ça peut avoir sur un territoire. Ça veut dire que du jour au lendemain, Brest, Quimper, Lorient, Vannes n'ont pas pu continuer à offrir une offre à ces investisseurs particuliers. Qu'ont fait ces investisseurs particuliers ? Quelque chose de très simple. Hein. Ils se sont tous recentrés sur la métropole de Rennes ou sur Saint-Malo. Et puis, il y avait les îles qui étaient éligibles, mais les îles, l'investissement locatif sur les îles, c'était moins évident. Et il suffit de regarder les statistiques de l'augmentation des prix de l'immobilier. On est passé en très peu de temps à un prix moyen du mètre carré en neuf autour de 4 000 € pour la ville de Rennes à 6 000, 6 500, 7 000 € du mètre carré. Allez. Et voilà. Et donc, très clairement, l'impact des politiques nationales sur nos territoires et la manière conscientisée ou pas conscientisée, ça je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais petit à petit, effectivement, et de manière très rapide ces dernières années, transformer, y compris pour l'investisseur particulier, cette valeur refuge qu'il pouvait acheter en une véritable valeur marchande qui a généré cette spéculation qui s'est mise en route sur les fonciers, hein, parce que pour investir, faut du foncier, et voilà. Et il y avait quelques propriétaires. Les propriétaires ont vu beaucoup de demandeurs, et les prix ont grimpé, et voilà. Et nous avons été confrontés à cette spirale assez infernale, décourageant les politiques publiques locales ou pouvant les amener à être découragées. Donc on verra tout à l'heure comment on peut rebondir par rapport à ça et comment on a rebondi, nous, sur Rennes Métropole. Mais c'est effectivement... voilà.
Merci à tous les trois d'avoir planté le décor. Je propose à Anthony de lire un deuxième extrait de ce récit projet El Pocero, qui commence. C'est bon. Merci. À la place d'habitants humains, c'est de la présence empêchée de ceux-ci qu'elles se sont peuplées. Elles sont habitées de vide, constituant une ville unique, éparpillée. À distance, elles semblent soudées par leurs vacances communes et leurs analogues conditions d'émergence. On recense mal l'ampleur de cet envers de ville. Nul n'a jamais entrepris d'en faire le tour complet. On assemble des statistiques, on recoupe des nombres. On croit savoir que 4 millions de personnes absentes y résident. On ne peut exclure qu'elles soient bien davantage, jusqu'à 6 millions peut-être. J'avais vu en rêve des villes qui se trouvaient à la place de celles-ci et des espaces où il ne manquait qu'elles, n'ayant rien à y faire et ne disposions pas du courage d'aller me frotter à la réalité d'un ensemble humain habité, où je me serais exposé au péril de sérieusement rater le peu qu'est une vie. Il m'a semblé que j'étais la personne tout indiquée pour entreprendre la visite de cette ville neuve et infréquentée. Si elle est là-bas partout la même, n'importe lequel de ces points me la montrera toute. Alors j'y suis allé, à Ensanche de Vallecas, qui le souffle court finit d'étaler au sud-est l'agglomération de Madrid, et à Ciudad Valdeluz, qui près de Guadalajara s'oublie. Et à El Quiñón surtout, à El Quiñón dont les tours, non loin d'Aranjuez, entre Tolède et Madrid, entre autoroutes, voies désaffectées et décharges à ciel ouvert, couronne la Castille. El Quiñón qui de toutes est la reine. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'aussi fascinant pour un artiste, ou en tout cas dans un récit, à décrire les ruines que vous avez observées, et puis peut-être ces ruines-là en particulier, parce qu'elles le sont sans l'être totalement formellement, mais en tout cas, cette construction, cette ville-là, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, elle est quand même caractérisée par le vide, symbole peut-être de l'échec de cette promesse de propriété. Oui, ce qu'il y a, je pense, de très, comment dire, qui saisit, je pense, et qui pour moi vraiment faisait le sujet d'écriture, c'est l'écart flagrant entre différents imaginaires, différents présupposés de ce qu'est la réalité, de ce qu'est une ville, par exemple. Et l'exemple de ce cas-là, qui à la fois est dans sa masse bâtie, a une existence matérielle très très forte, mais comme destin, comme fonction de ville ou de cadre urbain effectif, est comme évaporé. Parce que, alors aujourd'hui ça a changé, parce que la crise économique et sociale qui a frappé vraiment très très durement l'Espagne en 2008, c'est petit à petit quand même résorbé, et les logements vides sur tout le territoire ont progressivement quand même un peu davantage retrouvé des personnes en capacité de les occuper. Mais et puis la surproduction a cessé aussi. Mais donc aussi ce qui était vraiment très qui vraiment saisissant, c'était cet écart-là entre la réalité matérielle assez écrasante de quelque chose, l'absence et la fiction dont elle est faite, la fiction que ça va être habité, la fiction que ça ne va cesser de prendre de la valeur, et qu'est-ce que ça fait comme un territoire de l'absence, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc à la limite la ville fantôme, qui est un cliché, qui est plutôt un cliché un peu journalistique, un terme un peu facile comme ça. Moi j'étais plutôt tenté de le prendre peut-être l'idée au sens propre, c'est vraiment une cité de l'absence ou des choses des choses comme ça, quoi. Merci. Laure, je rappelle que vous êtes géographe. Vous avez rappelé des ordres de grandeur et vous avez évoqué aussi quelques
faits géographiques dans votre première intervention, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus et qu'on insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'une géographe donc peut apporter à cette étude de la propriété et singulièrement à celle de la multipropriété? Oui, alors l'angle à travers lequel je m'intéresse à la propriété, qui n'est pas effectivement que le mien ou que le propre des géographes, mais aussi de sociologues, de tout un tas de chercheurs en sciences humaines et sociales notamment, donc consiste à s'intéresser à qui détient du capital économique et des pouvoirs d'aménagement dans la ville. Et ça consiste à regarder la ville et la production urbaine comme des scènes de rapports de force qui sont réels ou latents entre des catégories d'acteurs qui vont chercher à différents degrés à bénéficier de la rente ou voire à la maximiser. Donc ça, ce sont des mécanismes qui ont été étudiés de longue date aux États-Unis par Logan et Moloch, en France, donc on a parlé de Topalov, Lippietz, etc. Donc on s'inscrit un peu dans cette veine-là. Et avec l'équipe de collègues dont je parlais tout à l'heure de la Chergive, donc après avoir mis en transparence cette structure de la propriété, on s'est intéressé justement à ce qu'elle impliquait comme enjeu, notamment en matière d'aménagement. Par exemple, le fait que les personnes physiques soient ultra dominantes en tant que propriétaires ou que la multipropriété soit développée. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit des capacités d'intervention des acteurs publics dans les territoires à l'heure justement où il y a une injonction de plus en plus forte à intervenir en renouvellement et en recyclage urbain? Qu'est-ce que ça nous dit des capacités de contrôle, de pratiques individuelles, forcément difficiles à saisir, peut-être insaisissables parfois, comme par exemple la mise en location des biens sur Airbnb, la question de la division des logements pour louer, la question du BIMBI, la production de BIMBI, etc. Donc cette propriété qui est de plus en plus partagée entre plein de mains, du coup, eh bien, elle devient aussi un peu plus difficile à réguler, et ça pose en tout cas un certain nombre de questions de cet ordre-là. On s'intéresse aussi, donc on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait une stabilité de cette structure de la propriété entre les territoires, mais il y a aussi localement des zones de concentration de telle ou telle catégorie d'acteurs. Donc ça a été montré dans plusieurs études récentes, la multipropriété dans les hypercentres urbains. Qu'est-ce que ça produit comme mécanisme? En quoi ça influence la composition sociale du quartier? En quoi ça redéfinit les conditions d'abordabilité au logement, d'accès au marché de la transport? Donc ça crée de la ségrégation sociale potentiellement, c'est ça. Donc ça crée, on regarde effectivement avec intention ces mécanismes de ségrégation socio-résidentielle et donc voilà, donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que les géographes, dans la façon dont ils appréhendent ces questions, ben d'abord, on va croiser les études de la propriété avec les questions de localisation. Voilà, on va regarder qui détient quoi et où, on va regarder la géographie de ces patrimoines et comment elle est liée justement au processus de ségrégation socio-résidentielle dont on parlait. On va aussi regarder pourquoi à tel endroit on a produit telle ou telle politique publique territorialisée et avec quelles conséquences. Donc c'est l'exemple des dispositifs de défiscalisation par exemple et de ce que ça produit dans les territoires. Et puis un autre rapport peut-être des géographes à ces questions, c'est de prendre en compte le rôle de la stratification spatiale des marchés dans les conditions de vie et dans les trajectoires des individus. Donc ça implique de répondre à des conditions comme quels sont les mécanismes d'enrichissement ou d'appauvrissement des individus par le marché, comment se produisent des inégalités. Donc c'est un sujet, une question qui a été beaucoup travaillée dans le cadre d'un programme de recherche ANR qui s'appelle Wisdom, qui était porté par Renaud Legois, et dont on commence auquel j'ai participé et dont on commence à diffuser un peu des travaux. Mais peut-être du coup, pour terminer là-dessus, ce qui interpelle quand même, c'est que si l'immobilier, finalement, est l'actif le plus partagé par les ménages, c'est-à-dire c'est à partir de l'immobilier qu'un enrichissement des ménages a été permis de façon assez diffusée, dès le 4e décile de richesse, donc cet actif a permis l'enrichissement des ménages. En même temps, il n'a pas permis la résorption des inégalités qui se sont largement aggravées sur les marchés, et en particulier pour les ménages les plus pauvres et pour les plus jeunes aussi. Merci. Alors, on en revient à ces politiques locales de l'habitat avec vous, Nathalie. Alors, à Rennes.
dans votre dernier programme local de l'habitat, donc qui est le document de planification dans lequel est proposée la politique en matière d'habitat de la collectivité, ou en tout cas de la métropole. Donc ce programme porte ce que vous avez appelé une nouvelle utopie foncière. Et c'est sur quoi j'aimerais bien qu'on revienne, et qui s'appuie de manière massive sur le bail réel solidaire comme modalité de production de nouveaux logements, et ce, dès cette année, dans cette volonté de massifier ce dispositif pour produire de nouveaux logements. Alors pour rappel, je le dis très, très rapidement, donc le BRS, c'est en fait le démembrement de la propriété, c'est-à-dire la dissociation entre le foncier et le bâti. Donc un organisme de foncier solidaire, un OFS, acquiert et possède le sol, et les habitants achètent le bâti et contractent un bail réel solidaire auprès de cet OFS. Et donc ce BRS donne la possibilité de jouir de leur logement pendant une très longue durée, de le transmettre et de le recharger à chaque transmission pour une tout aussi longue durée. Donc une des innovations juridiques les plus importantes de ces dernières années en matière d'habitat et de logement. Donc c'est ça la nouvelle utopie foncière à Rennes. En tous les cas, c'est ce qui redonne espoir aux politiques locales de l'habitat. Et c'est ce qui permet de se dire que probablement on peut encore agir, et que je l'appelle le monstre de la spéculation, parce que c'est vraiment ce qu'on a produit sur les territoires. Parler d'inégalité. L'inégalité, concrètement, sur nos territoires, c'est les gilets jaunes. Ce n'est pas tant les populations les plus pauvres, parce que sur un territoire comme Rennes Métropole, les populations les plus pauvres, je parle de Rennes Métropole, a toujours beaucoup investi dans le logement locatif social, et là, il y avait des réponses. En revanche, pour les ménages, j'aime pas ces termes moyens, intermédiaires, on ne sait jamais de qui on parle vraiment, mais en tous les cas, pour les ménages qui souhaitaient accéder à la propriété, la seule possibilité, c'était de s'éloigner et d'être privé ainsi d'une valeur qu'est la valeur résidentielle, dont on reviendra peut-être tout à l'heure, parce que je pense que la vraie question, elle tourne autour de l'égalité de cette valeur résidentielle. Et ce qui a créé ces dizaines d'années de politique publique nationale basée sur effectivement ces mécanismes de défiscalisation, d'investissement, d'encouragement, même si ça a permis à des gens une ascension sociale, de mieux vivre, etc., eh bien, a produit cette inégalité résidentielle et d'accès à cette valeur résidentielle. Alors, la nouvelle utopie foncière, au moment où on se parle, c'est plus une nouvelle utopie foncière. Voilà. On n'est plus dans ce cadre-là, puisqu'on est dans le déploiement. L'utopie, j'ai regardé dans le train, c'est bien l'imaginaire collectif, on songe, on rêve. Nous, on n'en est plus là. Et hier, pour le coup, on a eu effectivement un moment important avec des inaugurations assez emblématiques autour du dispositif qui va se déployer à grande échelle dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau PLH. Donc, ça consiste en quoi concrètement ? Oui, et à grande échelle, combien de logements ? Et à grande échelle, combien de logements, effectivement. Donc, comme tu l'as précisé, alors c'est facilité, il faut le reconnaître, par le cadre national, pour le coup, sur lequel on s'appuie, c'est-à-dire la mise en place des OFS et le bail réel solidaire. Donc c'est la loi Allure de 2014, les ordonnances Macron, qui permettent une dissociation perpétuelle de la propriété. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me disait perpétuel, ça fait perpète, ça fait peur. Là, en l'occurrence, c'est dans cette vertu de la perpétuité qu'on va pouvoir effectivement retirer le logement de ce marché spéculatif et de pouvoir redonner au logement sa première vertu, qui est celle de loger. Donc concrètement, pour Rennes Métropole, ça consiste effectivement, donc nous on a un programme local de l'habitat basé sur un niveau de production de logements
de 5000 logements, dont une partie produit en recyclage immobilier, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais dont une partie on ira chercher sur le stock existant. Hein. On est quand même dans le contexte du ZAN, donc ce n'est pas que de la construction neuve, c'est aussi pouvoir remobiliser du parc existant, avec la difficulté effectivement centrale de la dispersion des propriétés, hein, de la propriété, qui fait que ce n'est pas si simple que ça d'intervenir dans les copropriétés. Donc sur ces 5000 logements, on n'aura plus que 20% des logements produits en pleine propriété libre. Le reste, 25%, sera constitué de logements locatifs sociaux, qui a toujours été l'objectif de la métropole, et puis le reste en dissociation foncier bâti. C'est-à-dire que le slogan du PLH, alors là, pour le coup, ouais, ça fait un peu slogan, c'est le foncier un bien commun. Donc Rennes Métropole a créé un OFS sous gouvernance métropolitaine. Je salue tous les amis OFS qui sont dans la salle, que je vois, parce qu'on peut avoir, voilà, parce que les OFS, ils peuvent être sous gouvernance des collectivités, sous gouvernance des opérateurs et notamment des coopératifs, ou sous gouvernance des établissements publics fonciers locaux. Je précise ça parce que, en fonction de qui crée l'OFS et la manière dont, voilà, on ne regarde pas forcément les choses de la même manière, mais ce n'est pas des oppositions, mais on ne vise pas forcément l'ensemble, enfin les mêmes objectifs. Donc avec la création de cette OFS, on a décidé qu'il n'y aura plus de foncier. Alors on dit public, ça ne veut pas dire qu'il appartient à la collectivité. Pardon. Ça veut dire un foncier qui effectivement peut appartenir à un promoteur privé, à un aménageur privé, à un aménageur public, mais qui s'inscrit quand même dans une opération d'aménagement et dont la collectivité forcément intervient. Donc il n'y aura plus de vente de foncier. Et on va organiser toute la production autour de cette dissociation, donc foncier bâti, avec différents niveaux de BRS. Donc voilà, différents niveaux d'accession à la propriété, pour faire simple, pour l'ensemble de cette production qui va représenter, pardon, dans un premier temps, autour de 1700 logements. Aujourd'hui, nous en avons 1700 dans les tuyaux. C'est-à-dire entre le fait qu'effectivement ils sont attribués, donc on a désigné un opérateur, et pas encore lancé en OS. Donc on en a 1700. Et on a à peu près 650 de livrés et 4 à 500 en cours de livraison dans les mois à venir. Qu'est-ce que ça produit? Parce que bon, une fois qu'on a dissocié... c'est juste qu'on rend la spéculation impossible. Donc, au moment de la revente de son logement, l'acquéreur devra revendre son logement, en ce qui nous concerne, au prix d'acquisition initiale majoré du coût de la vie. Voilà, pour faire simple. Et donc, de manière perpétuelle, le prix du logement sera encadré et il ne pourra plus avoir de spéculation, c'est-à-dire de confiscation de la valeur par la propriété individuelle. Et cette valeur, nous on considère que c'est une valeur commune, c'est une valeur publique, et il faut absolument que les territoires, les collectivités, dans le cadre effectivement du bien commun, de l'intérêt général, conservent cette valeur qui, pendant de trop nombreuses années, a été confisquée et qui nous a fait tourner chèvre. Voilà, parce que au fur et à mesure des dispositifs, il a fallu surenchérir et remettre de l'argent public et encore remettre de l'argent public pour venir corriger les effets pervers. Donc, ce qu'on entend aussi bien de ce que vous nous racontez de la politique locale de l'habitat à Rennes, de ce nouveau dispositif et de vos travaux, Laure, c'est que finalement, la question de la régulation
politique et de la régulation publique est au premier plan dans la lutte contre cette spéculation, mais que parfois elle peut même l'encourager. C'est ce que vous avez développé, Nathalie. Mais finalement, comment la multipropriété ou cette nouvelle utopie foncière, qui n'est plus tellement une utopie ou une utopie en cours de réalisation, comment ça questionne en quelques mots cette valeur d'usage des logements ou cette valeur résidentielle que vous avez mentionnée. Et puis on passera après une petite question, Anthony. Allez-y. Celle qui veut commencer. Oui, donc ce que montrent en fait les dernières données ou les travaux récents qu'on a pu mener et que d'autres ont pu mener sur ce sujet, c'est qu'effectivement on a cette représentation du logement comme actif qui se développe, ces rapports marchandisés au logement qu'incarne par exemple en partie la multipropriété qui se développe aussi, et ces pratiques donc elles limitent les possibilités d'accès au logement des ménages dont le projet est juste de pouvoir avant tout se loger. Et notamment, donc ça limite les possibilités, je le disais, des ménages les plus pauvres et des jeunes. Et donc, ce qu'on va remarquer sur les marchés où il y a ce type de propriétaires ou ce type de pratiques, qui consiste à voir le logement comme un actif, c'est qu'on va avoir des asymétries de pouvoir d'achat immobilier sur les marchés dans lesquels on a ce type d'acteurs qui vont dominer. Parfois aussi, on va avoir des réorientations de l'offre de production au logement, c'est-à-dire qu'on va produire une offre justement pour ses investisseurs, pour sa rentabilité, etc. Et donc, on va justement aller vers des petits logements, qui sont ceux qui sont souvent les plus rentables, et mettre de côté des besoins en logement pour des familles, etc. Donc, pour autant, effectivement, limiter les possibilités d'accès à la propriété au ménage, ça semble une opération délicate, dans la mesure où on est pris dans des tendances de fond très puissantes, en fait, qui sont... Yuan Yu en a parlé tout à l'heure, celle de l'asset-based welfare, c'est-à-dire que le système, l'État incite finalement à ce que la sécurisation sociale des parcours de vie des individus soit prise en charge par eux-mêmes, donc, et repose sur cette détention d'actifs anticipés qui pourrait être mobilisée notamment pour financer la fin de vie ou les coûts durs dans la vie. Et puis on a ce renchérissement du foncier de l'immobilier depuis la fin des années 90, depuis les années 2000, qui a atteint des sommets vraiment historiques et qui rend nécessairement l'attrait pour cet investissement, pour ce placement très, très, très attractif. Donc effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place et c'est difficile de savoir comment on pourra y parvenir de façon généralisée, puisque là, le BRS, effectivement, pour l'instant, est déployé sur une petite partie. Alors, si on arrive s'il arrive à être déployé partout sur le territoire, effectivement, le sujet ne se posera pas, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, il y a effectivement plusieurs réflexions qu'on peut partager ici. Alors, je sais que la table ronde suivante amènera des propos et des interventions tout à fait expertes sur ces questions, donc j'irai assez vite. Mais moi, ce que j'ai pu constater quand même, c'est que les opportunités financières qui sont offertes par les marchés, elles sont telles que toutes les régulations dites un peu douces ou dans le marché, finalement, elles amènent des résultats qui sont limités ou des contournements. Donc les pistes avoir en tête, c'est celle soit de proposer des dispositifs qui consistent à s'extraire du marché, à extraire des segments du marché, c'est l'esprit du BRS. Se pose aussi la question de la relativisation de la propriété privée, de son caractère absolu et des devoirs un peu qu'on peut remettre aux propriétaires. Et puis enfin, je terminerai avec la question de l'héritage et de la place de l'héritage. Donc il y a des travaux récents, notamment la thèse de Rimillet, qui ont montré qu'un tiers des changements de propriété sur la dernière décennie sont le fait d'héritage. Donc on voit bien à quel point l'héritage a une place tout à fait centrale dans la dynamique d'accumulation patrimoniale aujourd'hui. Et donc ça ouvre une très grande question sur les possibilités qu'on a de réguler le phénomène par des régulations de ces transmissions. Merci Laure. Nathalie, qui sera en même temps le mot de la fin. Et en quelques mots, s'il vous plaît. Donc, comme sur la question effectivement, la question, c'est d'extraire
le logement, ou de remettre le logement, enfin de l'extraire de cette notion de marché, de le remettre dans ses fonctions centrales. La question est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de l'égalité résidentielle, hein, et faire en sorte que effectivement on puisse, et c'est ce que va apporter le BRS. Et je voudrais juste préciser quelque chose, parce que souvent, par rapport au BRS, donc c'est le fait effectivement d'avoir cette dissociation, de ne pas être propriétaire du foncier et d'être encadré dans son prix de revente. Souvent, on peut nous retourner le fait que ce n'est pas véritablement être propriétaire. Moi, je voudrais opposer à ça, parce qu'on aurait pu débattre, faut-il être locataire, propriétaire? Après tout, on aurait pu choisir de faire un territoire de locataire. Au moins, l'affaire serait réglée. On aurait régulé les marchés. On a fait ça avec le loyer unique en ce qui concerne le logement social sur une métropole, puisque le logement social est tarifé de la même manière. Je parle de tarif exprès pour ne pas parler de loyer, pour dire que justement, on extrait la question du loyer de la notion de marché, en tous les cas pour le logement social. Et donc, on parle d'un tarif public du logement social. Mais au-delà, donc on pourrait débattre philosophiquement de tout ça, mais effectivement, il faut bien tenir compte du contexte et surtout de la manière dont on a été formaté et de la nécessité de capitalisation. Ça a été dit tout de suite, c'est-à-dire que, bah oui, à la retraite, les gens ensuite peuvent devoir aller en EHPAD, ils peuvent avoir envie de transmettre, et donc il me semble que la dissociation de la propriété foncier bâti, c'est le juste point d'équilibre entre le fait de venir casser la spéculation, de l'empêcher, sans empêcher la capitalisation. Et je trouve que c'est en cela que le phénomène, que le dispositif est puissant. Les gens vont pouvoir, j'arrête pas de dire, devenez propriétaire pour le prix d'un loyer, c'est le nouveau slogan rennais. Donc, parce que, voilà, je vais peut-être terminer comme ça, mais je pense que c'est un beau slogan. Merci Nathalie. Et donc, je vous propose de terminer avec vous, Anthony. Alors, je pense qu'on est un peu short pour la lecture d'un passage. Je suis désolé. Aucun problème. Je dois voilà. Tout va bien. Mais en revanche, la dernière question ou la remarque que je voulais vous faire, c'est que cette ville dont les photos continuent de défiler, donc cette bulle spéculative, cette matérialisation du vide, en fait, en quelque sorte, elle a amené... pas celle-là uniquement, mais en tout cas les politiques qui l'ont permise, à des mobilisations, à des mouvements politiques. Donc là, on quitte peut-être un petit peu le terrain de la politique publique ou des dispositifs de production du logement, mais pour entrer dans celui de la revendication, et à quel point le logement peut faire l'objet de revendications. Comment ça s'est matérialisé en Espagne après l'éclatement de cette bulle ? Oui, tout à fait. Alors, rapidement, donc la crise éclate en 2008, enfin ça commence en 2007, et puis c'est vraiment en 2008 que ça bascule complètement. Au début des années 2000, et une des choses par lesquelles se traduit beaucoup la crise vraiment dans la vie de beaucoup de gens, c'est des expulsions de logements. Beaucoup les gens qui avaient acheté des logements donc sur un marché très comme ça hyper croissant l'avaient aussi fait avec du crédit hypothécaire à taux variable. Enfin voilà, donc il y a des gens qui ont vraiment perdu le bien qu'ils avaient acheté, des gens qui se retrouvent mis à la rue, etc. Et ça a été vraiment ça, une des choses sur lesquelles se sont cristallisées les mobilisations politiques. Et donc le début des années 2000 en Espagne, il est vraiment marqué par l'émergence du mouvement qu'on a appelé les indignés, ou en Espagne on parle plutôt du mouvement 15M. C'est-à-dire le 15 mai 2011, l'occupation de la place de la Puerta del Sol commence, et puis donc ça va être vraiment un mouvement national de réflexion politique. Et puis qu'il y a eu des issues politiques électorales qui ne sont pas négligeables, puisque le mouvement qu'on appelle Podemos est devenu quand même
quelque chose qui a beaucoup reconfiguré le bipartisme classique espagnol, centre-gauche-droite, centre-gauche-droite. Et puis, on pourrait citer, peut terminer par citer un exemple, c'est que Ada Colau, qui était la maire de Barcelone entre 2015 et 2023, elle est devenue quelqu'un qui était candidate, et donc candidate victorieuse à la mairie de la deuxième ville du pays, après avoir été militante et fondatrice d'une association qui défendait les droits des personnes victimes du crédit hypothécaire. Et en fait, cet éclatement de la bulle spéculative, il a vraiment produit une mobilisation très forte qui a eu il est trop tôt pour dire sans doute est-ce que les issues politiques ont profondément changé les choses dans la politique de l'Espagne, mais à un moment c'était très clair. Et puis ça a remis dans la discussion, dans le débat public, la question de la régulation du marché, la question du tout propriétaire, et puis la question du bien public et du bien commun, plutôt que de l'accaparement par les logiques du marché spéculatif. Merci beaucoup. C'est sur cette note de lutte. Le logement peut être l'objet de lutte politique et doit l'être peut-être davantage. Et donc, je fais mon instant aussi le 3 et 4 décembre à Nantes. 4e, 5e, je ne sais plus. Journée du réseau national des OFS qu'il faut soutenir, parce que le réseau national des OFS prône cette valeur d'habiter. Hein, vous avez parlé de valeur marchande, valeur refuge, et le réseau prône la valeur d'habiter. Voilà, 3 et 4 décembre à Nantes. Merci à tous les trois.